Salut à tous et bienvenue dans le 47e numéro du podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver, hein. J'ai eu une petite absence de deux podcasts pour raison de vacances, mais je suis revenu tout frais et bien chaud pour les débats qui nous attendent pour ce podcast, au nouveau numéro du podcast Hors Jeu Capital 100% PSG. Avant de vous parler du sommaire de l'émission, je vais déjà vous présenter évidemment l'équipe qui va m'accompagner pendant cette heure. Tout d'abord également, Mousse avec moi. Comment ça va, Mousse? Ça va bien, salut Hugo, salut tout le monde. Content de te retrouver et content de récupérer ma place surtout. Ah, parce que je sais que c'est particulier, hein, de passer de chroniqueur à présentateur. On ne peut pas trop intervenir dans le débat. Et je sais que toi, Mousse, qui aime bien, hein, donner ton avis, c'était compliqué, hein. On m'avait fait la remarque dans la première, donc j'ai essayé de moins l'ouvrir dans la deuxième. Ouais, écoute, mais tu m'as bien remplacé, Mousse, et je voulais t'en Ah remercier bah, parce que voilà, le podcast était quand même de qualité. Donc, merci, Mousse. merci beaucoup. Et qui t'a accompagné évidemment pour ces deux podcasts où j'étais pas là. Yacine Amnet, comme toujours, fidèle au poste. Ça va, Yacine? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Et enfin, pour compléter la bande, vous le connaissez maintenant, ça fait déjà 2 fois qu'il vient avec nous pour le podcast. Nicolas Purabo qui est avec nous. Ça va, Nico? Salut à tous. Bah ouais, ça va super. Je suis content aussi que ce soit Hugo en présentateur, moi. Ah, parce que Nicolas, je te rassure, moi aussi. bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Nico. Donc, merci C'est pour gentil. être avec nous pendant cette heure de podcast. Et justement, je vais vous donner les sujets dont on va traiter aujourd'hui, les amis. On va tout d'abord revenir en première partie sur la blessure d'Mbappé. Et oui, le PSG a communiqué dessus lundi. On parlera justement de sa durée d'indisponibilité et également, est-ce qu'il faut anticiper son absence et préparer un autre schéma tactique dès contre Lyon vendredi et évidemment pour préparer l'Atalanta le 12 juin. Et enfin, on terminera en parlant de l'adversaire, hein, du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue vendredi soir, l'Olympique lyonnais. On parlera un peu de la préparation des Lyonnais, dans quel dispositif ils joueront face au Paris Saint-Germain. On va donc commencer directement, rentrer dans le vif du sujet avec, je vous le disais, en préambule, la blessure d'Mbappé. Vous étiez tous devant votre télé vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France remportée par le Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. Et donc, vu le tacle de Loïc Perrin qui a entraîné la blessure d'Mbappé, qui est sorti sur blessure, alors l'attaquant parisien a passé lundi des examens complémentaires, notamment une IRM, qui ont confirmé les inquiétudes. Le PSG a communiqué à ce sujet en expliquant, donc je vous lis le communiqué du Paris Saint-Germain concernant sa blessure. Comme annoncé après la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, Kylian Mbappé a passé des examens ce lundi afin de connaître l'évolution de sa blessure à la cheville droite. Le bilan d'imagerie réalisé aujourd'hui confirme une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe. Suite à ce traumatisme, le délai de reprise est estimé à environ 3 semaines. Bon, on va pas jouer, hein, les médecins, parce qu'aucun de nous n'en est un, mais évidemment, depuis la blessure, on voit défiler un bon nombre de spécialistes nous parler de la blessure de Mbappé. Yacine, c'est vrai que beaucoup de spécialistes disent que les 3 semaines de délai, c'est de la théorie et que c'était rassurant parce qu'il ne boitait pas en sortant, etc. Mais c'est quand même très compliqué de voir impossible qu'il soit là contre Atalanta le 12 juin, sachant qu'il y a 20 jours qui séparent sa blessure et le rendez-vous en C1. Ouais, alors en fait, l'histoire de boiter, il faut savoir que quand on a une cheville qui est chaude, c'est pas là qu'on voit. Mais on peut même avoir des fois des ruptures des ligaments et continuer à marcher. Et en fait, c'est plutôt quelques heures après, voire le lendemain, qu'on ressent les douleurs. La deuxième chose, c'est sur son indisponibilité. Alors, on estime à 3 semaines avant la reprise. Après, en fait, il faut voir quel type de lésion il a sur les ligaments. Parce que, en fait, quand on parle aussi de reprise par rapport à Mbappé, soi-disant, il récupère plus vite que les autres. Le problème, c'est que là, on ne parle pas de muscles, on parle de ligaments. Et les ligaments, on est à peu près tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas vraiment de différence entre les êtres humains là-dessus, sauf cas exceptionnel. Et donc, en fait, oui, on estime à 3 semaines. Alors, effectivement, ça peut être 2 semaines, mais quelque part, ça peut aussi être 4 semaines. Finalement, sans l'imagerie réelle, en la voyant nous, on ne peut pas donner d'avis. On a le communiqué du PSG, on doit faire avec. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que vu la cheville, comment elle a tourné, avec le poids du corps de Mbappé plus celui de Perrin, euh, et le diagnostic aujourd'hui, effectivement, on est quand même parti plus sur 3 semaines que sur 10 jours, ça c'est clair. Maintenant, par rapport à lui, il y a aussi tout ce côté où qu'est-ce qu'il va faire entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a les soins, mais malgré tout, on peut travailler en cardio quand on a mal à la cheville, sur plein d'instruments. Donc voilà, ça va être un peu compliqué à gérer. Honnêtement, dire qu'il ne va pas jouer contre l'Atalanta. Voilà, on a fait un papier là-dessus d'ailleurs, et il y a des gens qui sont tout de suite, qui ont tout de suite sauté sur l'occasion. Ah, vous dites déjà, et s'il joue, on retweetera ce que vous avez écrit, sauf qu'on n'a jamais dit qu'il jouerait pas, on a dit qu'il faudrait un miracle pour qu'il joue, parce que malheureusement, c'est la vérité. S'ils estiment à 3 semaines avant la reprise, c'est donc que pendant 3 semaines, il ne pourra rien faire.
Voilà, après, il peut tout se passer. C'est l'être humain aussi qui est comme ça. Nico, c'est vrai que même si possiblement il récupérait de sa blessure, il aurait forcément un déficit de rythme. Et pour jouer un match de Ligue des Champions face à l'Atalanta, il vaut mieux être préparé quand même physiquement. On a eu l'exemple en plus contre Dortmund, puisqu'il était affaibli. Ils l'ont ménagé, puis il est rentré. On a vu qu'il n'a pas fait une bonne rentrée, parce que à ce niveau-là, quand vous n'avez pas de rythme, c'est très compliqué. Là, en plus, on est dans une phase de reprise, donc il ne sera pas au top si jamais par miracle il peut être aligné ou même sur le banc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire une croix sur sa présence, laisser le joueur se soigner tranquillement. Si ça évolue vite, comme le dit Yacine, et qu'il peut être sur le banc, tant mieux. Mais j'y crois pas du tout, personnellement. À mon avis, c'est râpé, à mon avis, pour l'Atalanta. Ça va arriver vite, hein, c'est dans 14 jours. Hein, c'est très, très proche. Ouais, c'est le 12 juin. Le 12 août, pardon. C'est juste un truc, Ouais, Yacine. parce que ça va aussi sortir bientôt. Évidemment, il peut toujours y avoir l'histoire de l'infiltration et tout, mais on sait qu'une infiltration, ça a des graves conséquences parce qu'on ne ressent pas la douleur, mais la blessure, elle est quand même là. Donc en fait, finalement, ça peut être encore pire après une infiltration. C'est On joue ça. sur l'infiltration vraiment dans un cas extrême, une finale de Coupe du Monde, parce que voilà, l'Atalanta, est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques? Je ne crois pas non plus. C'est ça, c'est vrai que Yacine souligne le problème aussi majeur, voire principal, d'une possible titularisation d'Mbappé, voire d'une rentrée contre l'Atalanta. Ça pourrait jouer sur le reste de sa saison, en fait, et gâcher sa préparation physique et le déranger pour le reste de la saison. Bah, deux choses. Il faut rappeler déjà qu'il n'était pas là au parc contre Dortmund. En tout cas, il n'était pas titulaire et donc ça n'a pas changé ça n'a rien changé au résultat. Le PSG a réussi à s'imposer sans Mbappé. La deuxième chose dont on peut être sûr, c'est que même s'il revenait dans le groupe, la chose qui est certaine, c'est qu'il ne sera jamais titulaire. Parce qu'il n'aura participé à aucun match, à aucun des deux derniers matchs, c'est-à-dire Lyon et le match amical face à Sochaux. Donc on peut d'ores et déjà dire que même s'il fait partie du groupe, honnêtement, je ne vois pas Thomas Tuchel, le staff et même tout le staff technique du PSG prendre un risque. Parce que si, en fait, c'est bien de l'avoir dans le groupe si effectivement il est plus ou moins rétabli. Parce que si ça s'engage mal, si on est mal engagé dans la rencontre, effectivement, sa vitesse peut te permettre en fin de rencontre de renverser la vapeur. Encore faut-il qu'il soit en forme. Il faudra voir aussi étudier le degré de forme qu'il aura à ce moment-là. Bon, moi, je suis un peu pessimiste. Encore une fois, je l'imagine mal même jouer. Après, il faudra voir l'évolution. Comme l'a dit Yacine, c'est les ligaments. Donc, nous, on a souvent loué, lorsqu'il avait des blessures musculaires, sa capacité à revenir un peu plus vite que les autres. Là, c'est compliqué, d'autant plus que si ça se passe bien pour nous, il y a un match derrière, il y a une potentielle demi-finale. Donc, si tu prends le risque de le faire jouer et qu'il fait une rechute à ce moment-là, pour la fin de la compétition, c'est compliqué. Puis ça sera aussi compliqué pour le début de la nouvelle compétition. Donc, il faudra voir l'évolution et la communication du Paris Saint-Germain sur l'évolution de sa blessure. Mais effectivement, moi, je suis quand même pessimiste. Ouais, vas-y, Yass. Dernière chose, faut pas oublier que on a beaucoup d'exemples de joueurs français d'ailleurs qui ont été embêtés par des chevilles justement pour être revenus trop tôt. Pogba, Coman. Coman, voilà, Ouais. Hernandez. Donc ça veut dire aussi que le côté égoïste voudrait qu'on pense au PSG, mais malgré tout, le PSG c'est aussi une saison qui va durer l'année prochaine. Et Mbappé, il a aussi malgré tout sa saison à gérer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout miser sur un match, quelle qu'en soit l'importance. Si c'est pour après traîner ça pendant 6. Après, juste Yacine, après, peut-être la différence, c'est que là, c'est pas une blessure super grave, on va dire, Non, parce mais que elle peut, le en fait, délai, tu vois, il est. ouais. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, jouer un match comme ça peut être un gros risque si tu l'aggraves. Et l'aggraver, ça veut dire qu'après, c'est plus 3 semaines, c'est 3 mois, 4 mois, 5 mois. On a vu, Pogba, il a pratiquement mis 9 mois à rejouer Et, au foot. et même Benjamin Mendy, qui était revenu beaucoup plus Aussi. tôt et un peu contre l'avis de Guardiola, bon, on a vu après ce qui s'était passé. Bon, lui il sortait évidemment d'une grave blessure, donc c'est pas une simple entorse, mais c'est vrai, tu n'as pas tort. C'est vrai que pour clore sur la blessure d'Mbappé, Nico, et après on passera à autre chose, il a toujours, Mousse en parle un peu, il a une vitesse de récupération qui est un peu plus élevée, on va dire, que les autres joueurs. Depuis le début de sa carrière, bon, il a 21 ans, il est connu quand même pour être un garçon dont l'organisme se remet assez rapidement par rapport à ses blessures. Donc ça peut aider dans son évolution. Peut-être ça sera trop court pour l'Atalanta, mais au moins pour le reste de la saison qui arrivera après. Juste De une toute seconde, façon, Yacine, tu peux allumer la lumière, non?
Je te vois vachement sombre. Je sais pas si. Ah bon? Ouais, mais peut-être moi aussi. Hein, je sais pas. Je vous dis ça, mais C'est le point éclairage de Mousse, ouais. Vas-y, Nico. voilà, c'est parce que je vois que vous deux, on vous voit super bien. Donc je me dis bon, s'il peut allumer, c'est pas plus mal. Et donc là, t'as allumé. Ouais. Ah, Mais on d'accord. est toujours, hein, en même temps. Écoute, on appellera EDF pour le prochain podcast. Désolé. Vas-y, Nico, Regarde. reprends la main. Ouais, après, c'est sûr que on l'a vu de toute façon, il a tout de suite mis en place des protocoles de soins. C'est un garçon qui est très sérieux de ce côté-là. Il va évidemment récupérer plus vite que si demain Mousse ou Yacine se font la même blessure, c'est une évidence. Quoique Mousse, je sais que tu es un grand sportif, donc peut-être pas, mais au moins Yacine, on va dire. Allez. Mais après, c'est tout le problème déjà aussi. Puis vous vous souvenez, Mbappé, quand il s'était blessé l'an dernier en revenant de la tournée, c'est un épisode qui a laissé un peu des traces aussi. Hein. On sait qu'avec le staff médical du PSG, ça n'a pas toujours bien collé. Il y a eu des tensions. Je ne le vois pas, lui, mettre en péril une saison où à la fin, il y a l'Euro, il y a peut-être un transfert dans un autre club. Je ne vois pas Mbappé faire n'importe quoi et revenir coûte que coûte pour jouer un quart de finale contre, excusez-moi, seulement l'Atalanta. Voilà, c'est pas une finale de Ligue des Champions, c'est un quart. Le PSG a largement les moyens de passer sans lui et lui n'a aucun intérêt aujourd'hui à faire n'importe quoi et à accepter de jouer avec une blessure qui peut s'aggraver. Donc aujourd'hui, encore une fois, on est dans le flou parce qu'on ne connaît pas la nature exacte de la blessure, on n'est pas médecin, on ne sait pas comment lui va récupérer. Mais encore une fois, voilà, en 14 jours, je ne vois pas comment il peut, un, déjà récupérer et deux, retrouver suffisamment de rythme et de physique, parce que presque 3 semaines sans jouer, il va quand même perdre beaucoup de cardio, même il va sûrement pédaler beaucoup, il va faire de la piscine. Bon, il va perdre du rythme. Donc, à mon avis, c'est complètement utopique de l'imaginer présent sur le terrain. Sur le banc, peut-être, mais j'y crois pas trop, moi, On vraiment. va te reprocher d'être trop négatif, Nicolas. Je suis un garçon négatif, de toute façon. Je l'assume. Surtout que, par rapport à ce qui rejoint un peu tout ce que vous dites, c'est que s'il venait à manquer le quart de finale, Paris peut tout quand même se qualifier contre l'Atalanta. Donc Mbappé bénéficierait de 6 jours supplémentaires en vue d'une éventuelle demi-finale, qui serait le 18 face au vainqueur de Leipzig-Atlético Madrid, sans parler de la finale prévue le 23. Donc à la limite, vaut mieux laisser passer ce quart et voilà, espérer que le PSG les passe et puis avoir 6 jours supplémentaires qui là peut-être permettront à Mbappé de En pouvoir plus, postuler. pour une fois, on a un tableau plutôt favorable, c'est-à-dire qu'on évite un peu les grosses écuries. Donc, c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Nico. Je ne vois pas le staff technique prendre le risque. Si ça avait été un club d'un autre calibre, et je ne manque pas de respect à l'Atalanta Bergame, parce qu'on a fait beaucoup de papiers sur eux, et on répète que c'est quand même une très très bonne équipe. Mais c'est vrai que pour Bergame, prendre le risque, surtout, encore une fois, il y a une demi-finale, on a 2 matchs d'une potentielle finale. Moi, à mon avis, ils peuvent s'en passer et peut-être, on en reparlera, et peut-être évoluer dans un autre système. Eh ben, Après, vas-y, Nico. Vas-y. après, j'imagine juste si le PSG décide que Mbappé est juste et qu'il ne veut pas prendre de risques, il aurait peut-être pu jouer, mais on va quand même pas l'aligner, on ne sait jamais. Et que le PSG, ça se passe mal et qu'il se fasse sortir contre Bergame. Derrière, ça va être la tempête aussi. Donc, c'est un dossier, à mon avis, qui est quand même très, très délicat à gérer. Et ce qui, moi, me rassure, c'est que connaissant Mbappé par rapport à son historique de blessure, je pense que c'est lui qui va décider parce qu'il se connaît bien et que vous dites pas à Mbappé, à mon avis, tu joues alors que tu n'es pas apte. C'est lui qui va décider s'il le sent, je pense. Je ne Surtout suis que, pas sûr, Nico, parce qu'on a eu l'exemple de Neymar qui voulait jouer, rappelez-vous, je ne sais plus quel match, le match un peu avant Dortmund où il n'avait pas joué. Et il avait dit dans la presse que ouais, lui, il voulait jouer, on l'a empêché. Donc non, je ne suis pas sûr que... C'est deux joueurs qui ont une telle valeur qu'à mon avis, on ne va pas leur laisser prendre ce type de décision, je pense. c'est vrai que tu en parlais, Nico, par rapport aux dissonances avec le staff médical du PSG. On se rappelle la préparation l'été dernier où il avait demandé une semaine de vacances en plus et le PSG l'avait refusé. Justement, il avait joué, il s'était blessé lors de sa tournée. C'était en Asie, il me semble. Tu Ouais, parles de Neymar, hein, ouais. Non, Non, Mbappé. non, Mbappé. Ouais, Ah, Mbappé, pardon. Ouais. C'était Donc, Neymar qui avait demandé une semaine de plus. Mbappé n'avait pas réclamé une semaine de plus. bah, Et si, je crois. Dans l'article de l'équipe, en tout cas, c'était il y a 2 jours, là, d'hier, pardon, c'était rappelé que voilà, il y avait eu des dissonances dans le staff médical Ok, du Paris Saint-Germain. c'était Bon, pas en tout cas, on a parlé de la blessure d'Mbappé, mais surtout maintenant, il faut anticiper, voilà. Il faut anticiper l'absence d'Mbappé et préparer un nouveau schéma pour affronter l'Atalanta et voir même Lyon vendredi. Est-ce que Tourelle, alors maintenant, c'est ma question, est-ce que Tourelle doit changer ses plans? Est-ce qu'il faut voilà, donc préparer le fait que Mbappé ne sera pas présent et donc utiliser un autre système que le 4-4-2 dès vendredi contre Lyon et passer en 4-3-3? Yacine.
Et une petite différence entre Lyon et l'Atalanta, c'est que contre Lyon, tu peux avoir Di Maria. Contre l'Atalanta, tu n'as pas Di Maria. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas Mbappé et tu n'as pas Di C'est Maria. pour ça que ça rentre dans le fait que Voilà. voilà, c'est pour 2 matchs distincts. Est-ce qu'il faut commencer dès maintenant contre Lyon ou attendre, passer ce match contre Lyon et garder le 4-4-2 avec Di Voilà. Maria? Pour moi, aujourd'hui, il faudrait. Mais je pense pas que Tourelle le fasse parce que je pense qu'il veut que Di Maria joue. Je pense qu'il se dit qu'il a peut-être pour travailler le système le match contre Sochaux en amical à huis clos. Et éviter aussi de donner des billes à l'Atalanta en se disant ils vont changer de système, etc. En gros, rester dans son 4-4-2. Voilà, après de toute façon, en fait, il n'y a pas de vérité parce que malgré tout, on a des joueurs de haut niveau qui sont capables de s'adapter à des systèmes. C'est pas parce que tu vas préparer le 4-3-3 contre Lyon que tu seras bon au 4-3-3 contre l'Atalanta, et c'est pas parce que tu vas pas le préparer que tu seras mauvais. Il n'y a pas de vérité, malheureusement. Moi, j'ai envie de dire que c'est toute l'année que tu prépares ça. Et finalement, il y a eu le début de saison avec justement l'absence de Neymar et Mbappé où Paris avait joué en 4-3-3 longtemps. Depuis, c'est plus le cas. Notamment le match contre Real Madrid qui avait très bien Voilà. marché, le match aller en Ligue des Champions. Donc après, j'ai envie de dire, je pense que c'est plus une concertation avec les joueurs. Est-ce que en changeant de système, il faut le faire tout de suite pour vous préparer ou pas? Voilà, c'est plus compliqué que de dire, voilà, on va préparer contre Lyon et puis c'est parti. Nico, toi, tu privilégierais quel le système que le Tourelle a le plus utilisé la saison dernière, le 4-4-2, ou alors préparer l'Atalanta dès vendredi contre Lyon en utilisant un 4-3 avec possiblement 3 milieux de terrain avec Paredes, Verratti, Gueye au choix? Moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait besoin de préparer beaucoup, parce que c'est deux systèmes qui maintenant sont quand même maîtrisés. Le 4-3-3, le PSG, historiquement, ça fait des années qu'il joue avec. Le 4-4-2, bon, bah, ça fait plusieurs mois qu'il a été adopté et ça fonctionne bien également. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de 3 ou 4 matchs de préparation pour switcher entre chaque système à chaque fois. C'est vraiment deux matchs distincts. Et de toute façon, il l'avait dit, Tourelle, hein, que ce n'était pas des matchs de préparation. Hein. C'est quand même une finale de Coupe de la Ligue. Je pense qu'il va préparer son équipe et, à mon avis, on va revoir. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je remettrai le 4-4-2 dans lequel lui aime bien faire jouer ses joueurs. Et puis, s'il doit après estimer que contre Atalanta, il doit passer à 3 milieux, il le fera effectivement contre Sochaux. Ça suffira largement. Après, moi, je ne pense pas que la blessure de Mbappé elle ait vraiment changé l'approche du match de Ligue des Champions pour Tourelle parce que avec ou sans Mbappé, de toute façon, je pense qu'il va aligner 3 milieux dans ce match-là. Bon, bah là, il n'y aura pas Mbappé, c'est dommage, mais Donc, je ne crois pas que la blessure de Mbappé va évoluer, va faire changer le système. tu penses qu'il aurait quand même utilisé 3 milieux de terrain s'il avait eu tous ses joueurs à disposition? Je ne sais pas s'il va le faire, mais moi, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que on en parlera plus tard de l'Atalanta, mais moi, c'est ce que j'aurais fait, mais bon, je ne suis pas entraîneur du PSG, malheureusement, pour plein de raisons. Et voilà, après, en tout cas, je reste persuadé que la blessure de Mbappé, c'est pas ce qui va pousser Tourelle à changer son système. Il a des joueurs qui sont capables de remplacer poste pour poste, même si ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Et je ne pense pas que ce soit vraiment un critère qui pousse à un changement tactique. Je ne l'espère pas en tout cas, parce que si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes dépendant de un ou deux joueurs de votre effectif, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Donc on verra. Mais après, Tourelle, il est adepte des surprises aussi, donc difficile de se projeter là-dessus. Mousse, toi, plutôt comme Nico, plutôt comme Yacine, tu resteras en 4-4-2 avec peut-être Draxler voilà, titularisé à gauche avec Sarabia à droite, par exemple. Ou alors tu commencerais à travailler 4-3-3, même si c'est un système, c'est le deuxième système, on va dire, du Paris Saint-Germain cette saison, dès vendredi. Bah, on se rappelle que le 4-4-2 de Thomas Tuchel, quand il l'a instauré, c'était pour faire jouer les 4 de devant. C'est-à-dire Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi. Sur les 4, il y en a 2 qui ne seront pas là. Et si on se base sur le match de Saint-Étienne, je ne vais même pas parler des matchs amicaux, juste le match de Saint-Étienne, qui était lui un match officiel et qui plus est une finale de Coupe de France, je pense que lui, il est inquiet pour son milieu de terrain. Mais là, pour le coup, donc on démarre avec Mbappé avant qu'il se blesse et on démarre dans la configuration, on va dire, traditionnelle avec Di Maria, Icardi, Neymar, etc. Là, il perd, donc on a Di Maria qui est suspendu pour un carton, Mbappé qui sera sans doute pas là pour cause de blessure. Donc aujourd'hui, il a quel choix? C'est aussi ça qu'il faut voir. Il faut voir qui reste et qui est apte. Et il faut se rappeler aussi du quart de finale retour au parc, où on était dans une disposition où tu avais quand même deux mecs qui travaillaient beaucoup devant, Sarabia et Cavani. Cavani est depuis parti, Sarabia, on ne sait pas ce que veut faire Thomas Tuchel avec. Un coup, il le titularise, un coup, c'est un joker de luxe. Donc voilà, après, moi, je pense que indirectement, ça doit
peut-être soulager un peu Tuchel. Non pas qu'il soit content qu'Mbappé soit blessé, hein, mais là, il peut faire des choix qu'on ne pourra peut-être pas lui reprocher. C'est-à-dire qu'il peut effectivement repasser un milieu à 3 et devant mettre uniquement Icardi en pointe et avec Neymar côté gauche et peut-être Sarabia côté droit. Yacine, vas-y, je te dirai, je vous dirai. Juste par rapport à Lyon, le fait de ne pas faire jouer Di Maria, ça peut être un problème parce que ça voudrait dire que Di Maria ne va pas jouer Lyon, puis l'Atalanta, ce qui veut dire que ça va lui faire pratiquement 15 jours sans match avant une éventuelle demi-finale. Et c'est aussi un problème parce que malgré tout, Di Maria en demi-finale, si Paris passe, on sait qu'il jouera. Et donc, en pleine préparation, alors que Paris n'a pas encore trouvé son rythme, le faire squeezer le match de Lyon pour préparer l'Atalanta, mais en sachant le temps d'écart qu'il y a, pour moi, c'est trop en fait. Je comprends, mais on pourrait dire la même chose de Sarabia s'il devait être titulaire contre l'Atalanta. Si tu ne le fais pas jouer samedi et tu le fais jouer que mercredi, dans un match amical avec une faible opposition, est-ce qu'on pourra tirer des enseignements contre Sochaux? Je suis pas sûr. Après, Sarabia, il a, entre guillemets, hein, il a profité de la blessure d'Mbappé pour jouer quand même 70 minutes. Bien sûr. Donc en fait, tu vois, c'est bon. Je comprends, bien sûr. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que pour revenir au 4-4-2, s'il devait être utilisé contre l'Atalanta au départ, il ne faut pas oublier que malgré tout, même si ce n'est pas son point fort, Thomas Tuchel est obligé de penser au coaching. Et si tu pars avec les 4 de devant, il te reste un seul joueur offensif sur le banc, c'est Choupo-Moting. Si tu parles en 4-4-2 contre l'Atalanta, sans Di Maria, c'est-à-dire Draxler, Sarabia, Icardi, Neymar. Oui. Et en fait, il te reste qu'un joueur sur le banc, c'est Choupo-Moting, offensivement. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, pratiquement au niveau du coaching, tu changeras de système dans le match. Parce que tu ne vas pas faire rentrer, par exemple, un Gay milieu offensif gauche ou offensif, enfin bref, voilà. Donc c'est pour ça que moi, j'y crois plus du tout au 4-4-2 en fait contre l'Atalanta. D'accord. Bah, justement, moi, par rapport à ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous avez vu la finale contre Saint-Etienne, vous avez vu les manques au milieu de terrain, le fait que Saint-Etienne a posé des difficultés au Paris Saint-Germain, et ce malgré que le Paris Saint-Germain était à 11 contre 10. Donc, Nico, c'est vrai que par rapport à ce qu'a vu Tourelle, il l'a vu comme nous, j'imagine, il y a des manques au milieu. Alors, le PSG n'était pas à 100%, a manqué d'intensité, mais parfois, sur les contre-attaques de Saint-Etienne, ça fait beaucoup de mal au fait que le Paris Saint-Germain ne soit qu'à 2 milieux de terrain. Et au fait aussi qu'évidemment, les postes de latéraux n'étaient pas, on va dire, optimales, parce que Baker n'a pas fait une grande finale. Kéré est sorti blessé rapidement avec Colin Dagba, donc ça pourrait renforcer l'idée dans le fait que Tourelle passe en 4-3-3 contre Lyon dès vendredi. Les deux milieux de terrain, de toute façon, c'est un système qui est un peu bâtard quelque part, parce que quand tout le monde est à un super bon niveau et que vous avez la possession, c'est un système qui va vous offrir Attends, Nico. Ouais. Ah, le son, c'est un peu saccadé. Je ne sais pas si... Alors, est-ce que c'est mieux là? Vas-y. On veut pas que je parle en fait. Hein. Non, justement, c'est que c'est intéressant et qu'on ne t'entendait pas, tu vois. Est-ce que vas-y. C'est mieux là? On va réessayer, vous me coupez si ça ne marche pas. Les deux milieux, si vous avez un joueur comme Gay qui passe à côté, forcément tout de suite la compo elle est bancale. Donc quand vous allez en plus affronter des équipes qui jouent bien au ballon comme Lyon, comme l'Atalanta, je pense que vous avez intérêt à renforcer votre milieu de terrain. De toute manière, on sait que c'est la clé. Et moi, ce système à deux, il m'a jamais trop plu parce que ça déséquilibre énormément l'équipe. Donc on sait qu'ils font des efforts, là, les 4 de devant, pour défendre un petit peu, mais ça ne sera jamais aussi costaud, aussi solide qu'avec 3 milieux. Donc c'est un mal pour un bien qui n'est pas les 4 fantastiques comme ça contre l'Atalanta, et puis il va falloir faire avec. Après, par contre, contre Lyon, Tourelle, il ne va pas préparer l'Atalanta, il va aligner sa meilleure équipe possible. Alors, est-ce que pour lui, la meilleure équipe possible vendredi, ce sera à 2 ou à 3 au milieu? Ça, c'est à lui de voir. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'on repasse sur un 4-3-3 là, dès contre Lyon, mais pas forcément pour préparer l'Atalanta, juste parce que ça sera le meilleur système au jour J pour une finale. Mousse, parce que c'est vrai que par exemple, on parle des joueurs qui n'ont pas trop joué ou par exemple Di Maria qui ne serait pas titularisé ou Sarabia, mais Marco Verratti pour l'instant il a joué aussi remplaçant. Il n'a pas démarré un match titulaire pour l'instant, que ce soit les 2 matchs de préparation ou la finale de Coupe de France. Là, en Coupe de la Ligue, il faudrait qu'il commence évidemment titulaire. Je pense que ça sera le cas, mais voilà, il y a des joueurs aussi qui doivent prendre le rythme avant l'Atalanta. Bah oui, Tourelle il nous a réservé une petite surprise face à Saint-Etienne, parce que non seulement il a effectivement gardé son déséquilibre avec juste simplement 2 milieux de terrain, et en plus il a eu le luxe de se passer
de Marco Verratti, qui est peut-être le seul joueur qui amène un peu de sérénité au milieu de terrain, qui arrive un peu à conserver le ballon et surtout à la ressortir proprement. Donc évidemment que le 11 titulaire face à Lyon va nous donner quelques indications. Et j'imagine que si on retrouve encore Marco Verratti sur le banc, c'est qu'il se passe quelque chose de louche. Moi je pense en tout cas que face à l'Atalanta, on ne peut pas se passer de Marco Verratti. Quand tu as un milieu qui presse comme ça, il te faut quand même un mec un peu qui t'amène un peu de sérénité, qui arrive un peu à, tu vois, à garder le ballon. Bon, on sait que parfois il prend des risques dans cette zone-là, Marco. Ça peut aussi apporter un contre avec un but, mais honnêtement, hein, vu comment joue l'Atalanta, euh, moi je suis un peu d'accord avec Nico. En fait, le 4-3-3, il s'impose naturellement. Donc, il faudrait peut-être essayer Paredes devant la défense. Et à ce moment-là, bah, tu mettrais Verratti, alors soit avec Herrera, soit avec Gay. Mais je pense que, voilà, contre Lyon, je ne sais pas, parce que comme le disait Yacine dans le podcast précédent, il y a une donnée qui est importante, c'est que contrairement à Saint-Etienne, qui n'avait absolument plus rien à jouer derrière, ils pouvaient tout mettre, tout donner dans l'intensité, etc. Lyon, c'est pas la même salade, hein. Eux, ils ont un huitième de finale retour à jouer, peu de temps après le match contre le PSG. Eux aussi, j'imagine qu'ils ne veulent pas te blesser. Donc, je pense qu'il y aura peut-être moins d'intensité et peut-être qu'il va reconduire son 4-4-2. Je ne sais pas. Yacine, pour faire un point aussi un peu sur l'Atalanta, hein, avant de passer à Lyon, l'adversaire du Paris Saint-Germain vendredi, ils ont quelques difficultés sur les derniers matchs. Alors, ça s'explique aussi parce qu'ils jouent tous les 3 jours, ils n'avaient plus grand-chose à jouer, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais ils ont par exemple Ilicic qui est blessé et Gasperini l'a confirmé hier, il ne sera sans doute pas sur le terrain contre le PSG le 12 août. Donc ça peut changer aussi les plans de Gasperini par rapport au Paris Saint-Germain. Il y a Parce un qu'on autre a blessé aussi, Hugo, hein. il y a aussi Palomino qui est sorti blessé hier, le défenseur central. Mais c'est vrai qu'il le disait, il n'a aucun joueur du style et avec les caractéristiques de Ilicic, qui fait beaucoup dans le jeu de l'Atalanta. Ouais, et surtout dans les gros matchs, Gasperini, il n'hésite pas non plus à enlever un attaquant en fait et à faire jouer Papou Gomez plus haut, Mm. et donc à rajouter un milieu de terrain. C'est-à-dire que la densité au milieu elle va être énorme. Vu qu'il joue en 3-5-2, il risque d'y avoir beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre présent. Euh, pour revenir au 4-4-2 vite fait du PSG, moi j'ai surtout vu, alors j'ai vu deux milieux en difficulté, mais j'ai surtout vu 4 joueurs offensifs qui ne travaillaient pas du tout. Et c'est quand même la grosse différence avec Dortmund. Contre Dortmund, on a vu Neymar revenir, tacler, il y avait Cavani qui était là, il y avait Sarabia. Et c'est toute la différence. Quand tu joues avec deux milieux, le problème, encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas les deux milieux. Le problème, c'est tout ce qui se passe devant eux, dans la façon de se replacer, de harceler, de revenir aider. S'ils ne le font pas, effectivement, tu vas exploser, mais contre n'importe quelle équipe. Donc voilà, et je pense qu'encore plus contre l'Atalanta, parce que l'Atalanta presse très vite et très fort à la perte de balles. Et je le redis, parce qu'en plus, avec l'absence d'Ilicic, il y a de grandes chances que l'Atalanta joue avec Zapata, Gomez un peu derrière, et renforce son milieu Freuler et De Roon avec un joueur supplémentaire. Avec Pasalic, par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que là, tu vas avoir du niveau athlétique et du niveau et de la densité au milieu. Si tu n'es pas armé, si tu n'es pas en nombre, tu risques vite de prendre l'eau et ça va être un problème. Pour finir sur les derniers matchs de l'Atalanta, oui, effectivement, ceux qui voient les matchs depuis les 3 derniers matchs doivent se dire: ah, c'est ça qu'on nous a vendu. Mais sauf que quand tu les as suivis Pour regarder toute la saison en entière pour comprendre voilà. Et effectivement, par contre, la question, c'est plus de se dire: est-ce que réellement ils se gèrent en se disant maintenant, bon, il faut gérer de toute façon, qu'on finisse deuxième ou quatrième, on est ancien l'année prochaine, ça ne changera pas grand-chose, la Juve est championne. Ou est-ce que réellement ils ont un coup de moins bien parce qu'ils ont beaucoup enchaîné depuis le restart italien tous les 3 jours. Et effectivement, en fait, cette donnée, c'est la donnée qu'on connaît le moins, puisqu'on n'avait jamais eu d'arrêt de 3 à 4 mois comme ça, avec un enchaînement de matchs tous les 3 jours pour finir vite. C'est la seule donnée qu'on n'a pas. Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils vont avoir quelques jours de vacances, les Bergamasques, Non. en fin de Serie A, ou s'ils vont continuer à travailler jusqu'au quart de finale. En fait, ils n'auront pas le jour de vacances parce que leur dernier match, il est le 2 août, enfin le 1er août. En fait, il n'y a que 10 jours. C'est-à-dire qu'à la limite, ils leur donnent 48 heures le week-end, quoi. Mais ce ne sera pas plus. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était que la blessure hier de Palomano. elle est
au niveau des adducteurs, elle est donc musculaire. Elle est peut-être pas si anodine que ça. Ouais. Nico, on avait fait un podcast, nous, après le tirage de l'Atalanta, justement, pour faire un point, est-ce que c'était un bon ou mauvais tirage, etc. Il y a eu beaucoup de débats sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'Atalanta que tu as vu évoluer cette saison? Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain, bon, en tenant compte, enfin, en tenant pas compte évidemment de la blessure d'Mbappé, etc., mais est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain a évité un gros et que c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain ou tu penses autrement? Faut être honnête, il y avait deux équipes que tout le monde voulait prendre, c'était Leipzig et l'Atalanta. Donc que ce soit une belle équipe qui produise un jeu vraiment très très spectaculaire, c'est un fait. Après, ce n'est que l'Atalanta de Bergame et le PSG aujourd'hui est forcément favori. Moi, je ne suis pas un spécialiste de cette équipe, je vais être très honnête, je ne suis pas trop le foot italien. J'ai vu quelques matchs par curiosité parce que depuis que c'est l'adversaire du PSG, forcément, ça m'intéresse plus. Voilà, comme je le dis, ça joue bien au ballon, c'est une équipe qui pose des problèmes à tout le monde, mais ce que je constate, c'est qu'ils ont vraiment affronté que deux gros adversaires cette saison, c'est la Juve et Manchester City, quand on veut vraiment parler d'équipes qu'on peut rapprocher du PSG. Bah, ces quatre matchs-là, c'est deux nuls et deux défaites, je crois. Donc, faut relativiser. Voilà, c'est une belle équipe, mais si le PSG n'est pas capable de gagner, même sans Mbappé, et si le PSG a peur de l'Atalanta Bergame, c'est qu'à mon avis, il y a un problème. Donc oui, c'est un très très bon tirage, moi je pense, pour le PSG. Et puis vous allez ressortir ça dans le 13 quand le PSG aura perdu, et puis j'irai me cacher pendant un mois, mais oui, c'est un bon tirage. Tu vas être dans la sauce Twitter, comme ils disent. On fera une petite capsule, Nico, on reprendra ton extrait, on le mettra sur. C'est gentil. En plus, gentil. Le compte Twitter, ça va, le compte Twitter de Paris United a à peine 120 000 abonnés, donc t'inquiète pas. Parfait, ça sera discret comme ça. Mousse, c'est vrai que Nico en parlait, il y a aussi des problèmes à Atalanta, c'est leur problème défensif. Alors là, on parlait un peu de la fatigue physique avec Yacine, mais ils ont des problèmes défensifs. On en avait déjà un peu parlé lors du dernier podcast, mais c'est vrai qu'ils sont criants quand, voilà, sur les derniers matchs. Et c'est sur ce dont le PSG doit travailler, évidemment, ces problèmes défensifs de l'Atalanta qui sont du fait de toute la saison, mais qui compensent aussi par, évidemment, une attaque qui marche beaucoup. D'ailleurs, le but que met Mbappé, c'est face au Celtic, le but à l'engagement sur la passe de Neymar, hein, on est d'accord. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, voilà, bah, c'est ça en fait contre Bergame, avec la défense qu'ils ont, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et le facteur X, justement, c'était Mbappé. C'est-à-dire qu'il soit toujours à la limite du hors-jeu, que quelqu'un puisse se lancer. Alors, Verratti, s'il est titulaire, ou Neymar, hein, mais c'est souvent Neymar. Donc, ouais, c'est pour ça que l'absence d'Mbappé, quelque part, elle est un peu gênante parce que dans les plans de Tuchel, j'imagine qu'il voulait aussi travailler ça, à la récupération de balles très rapide, essayer de lancer les joueurs les plus rapides devant. Donc, je ne vais pas parler d'Icardi, donc évidemment, soit Neymar, soit Mbappé, ou bien une récupération de très bas de Neymar qui lancerait un attaquant. Et donc, c'est vrai que c'est dommage. Il va falloir trouver peut-être d'autres armes. Mais c'est vrai que la défense de Bergame, ça peut être un atout pour nous. C'est vrai. Juste Vas-y, Yacine. pour aller dans le sens de Mousse. Bah, j'espère bien. Effectivement que Tourelle misait là-dessus. Parce que si vous regardez bien les matchs du PSG depuis la reprise, Paris ne joue plus en 4-4-2, il joue en 4-2-3-1, avec Mbappé excentré côté gauche et qui prend la profondeur dans la diagonale. Un peu dans le même style qu'il avait en équipe de France, mais qui faisait côté droit. Et en fait, c'est typique de cette phase de transition où tu vas demander à Mbappé de prendre la profondeur. Parce que si tu le mets dans l'axe avec Icardi, la prise de profondeur, elle est plus compliquée à prendre. Là, en partant sur un côté, il attend le bon moment, il plonge avec des passeurs comme Paredes, Verratti ou Neymar. Effectivement, je pense que le choix tactique, il était là. Donc, c'est vrai que je pense que vraiment, c'était de se dire, eux, ils jouent très haut, tu vas te décaler côté gauche et à la transition, il va falloir que tu prennes la profondeur très vite. Tu as plus ce joueur-là. Et effectivement, je reviens encore sur ce que j'ai dit à plusieurs podcasts. Pour moi, la clé, elle sera dans les 2 premières passes à la récupération. Si tu sors de ce premier pressing, ça peut même tourner à la boucherie. C'est-à-dire que tu peux très bien gagner 4 ou 5-0 contre l'Atalanta. Par contre, si tu ne sors pas de ce premier pressing, que tu as les pertes de balles, etc., qu'il y a eu par exemple contre Saint-Etienne, ça peut devenir très compliqué. Bah, c'est d'ailleurs ce que disent les anti-Verratti. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de lui sur le terrain, parce qu'ils estiment que, en gros, il est beaucoup trop lent, il aime trop caresser le ballon et qu'il ne sait pas jouer en transition rapide. Et je te laisse parler, Nico. Non, après, pour parler dans le sens de Yacine, c'est ce qu'avait parfaitement fait City. Voilà, on avait vu. Hein.
L'Atalanta, la limite de leur système, c'est que quand vous avez face à vous des joueurs qui n'ont pas peur du ballon, bah, le contre-pressing, il est plus aussi efficace et derrière, vous vous exposez très vite. Et City, ça va être un carnage parce que City, quand ils ont le ballon dans les pieds, ils se régalent. Et puis, bah, le contre-pressing de Bergame, même si c'était un match qui maintenant remonte à plusieurs mois, mais voilà, on avait vu toutes les limites. Donc, le PSG, je pense que Tourelle, il a l'exemple parfait du match à faire. C'est, voilà, il suffit de regarder la copie rendue par City. Je suis persuadé que le PSG, avec les joueurs de l'effectif, est tout à fait capable de faire le même genre de match. Après, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y aura 4 ou 5-0, mais ça peut effectivement être un match assez simple finalement pour le PSG si c'est pris par le bon bout. Et Tuchel peut s'appuyer notamment sur la deuxième mi-temps face au Celtic et même le match d'avant où tu avais l'équipe B, où on avait constaté, on était d'accord avec Yacine, que la deuxième équipe était beaucoup plus collective et lâchait la balle beaucoup plus vite. C'était vraiment des enchaînements de passes. D'ailleurs, Et il y on avait n'avait pas Verratti. ouais, exactement. Et on n'avait pas vérifié le nombre de passes de la deuxième mi-temps qui Ouais. devait être largement supérieur à la première. Donc il y a aussi quelques notes d'espoir. Malheureusement, ce n'était pas avec les titulaires en puissance, mais cette équipe est capable aussi de jouer beaucoup plus simple en transition rapide. Et si Marco Verratti est sur le terrain, voilà, il faudra juste que lui, il adapte un peu son jeu, que lorsqu'il récupère le ballon, qu'il essaye de voir vite il y a qui de dispo et de balancer sur le mec qui est devant en espérant évidemment que ce soit Neymar parce qu'il est rapide. Icardi, c'est un peu plus compliqué, mais avec son jeu dos au but, il y a moyen de remiser j'allais dire sur un Di Maria, non, parce qu'il ne sera pas là, mais par exemple sur un Sarabia. Donc, il y a quand même quelques motifs d'espoir. Et aussi, on peut noter aussi que Leandro Paredes a été un des éléments les plus, on va dire, les meilleurs contre Saint-Etienne et son jeu long ne sera pas trop, à mon avis, contre l'Atalanta. Alors, Euh, je te prierai de le renommer maintenant Leandro La Bagarre Paredes, s'il te plaît. ouais. Et c'est vrai que on l'a vu quand ça a fighté un peu, quand ça a chauffé, toujours là. Moi, c'est mon héros. Voilà. Je Moi, sais, j'aime ce genre de joueur, tu vois. le nouveau maillot avec le flocage de Paredes. S'il vous plaît. On va passer à notre adversaire de vendredi, l'Olympique Lyonnais. Alors déjà, j'ai vu pas mal de débats sur Twitter avec plusieurs questions sur justement, on va se consacrer à la finale le vendredi et oublier un peu l'Atalanta. Faut-il mettre Neymar en remplaçant pour pas qu'il se blesse, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Il Bon faut les qu'on gars, l'envoie en vacances, Hugo. Ne prenons pas le risque. hein, mais qu'on réponde à ça parce que j'ai vu des trucs. J'ai même vu quelqu'un proposer un pacte de non-agression avec Lyon pour pas que les joueurs se fassent charcler, etc. Donc voilà, J'ai répondez-moi. vu passer. Ouais. C'est incroyable. Un match de foot normal avec de l'intensité d'une finale de Coupe de la Ligue. Mais de toute façon, c'est très simple pour Neymar, je vais te répondre. Il n'a pas joué avant Dortmund, on a vu son match aller. Voilà, c'est tout. Donc après, s'il doit se blesser, malheureusement, c'est le football. Mais si tu le mets pas, tu sais le Neymar que tu auras dans 10 jours, c'est tout. Voilà. Nico, Pas mieux, bien sûr qu'il doit jouer, c'est la meilleure équipe. C'est encore une fois, c'est une finale, hein, c'est pas un match amical vendredi, donc évidemment que Neymar doit jouer, que la meilleure équipe doit être alignée, et puis bah il faut juste croiser les doigts pour que Neymar se blesse pas, parce que là effectivement ce serait la très grosse tuile. bon, je ne doutais pas de vos réponses, mais je voulais être rassuré sur le fait de jouer un vrai match Non, mais normal. surtout, Hugo, il faut sortir un peu de cette torpeur, quoi. On ne peut pas à chaque fois dire, ah non, il ne faut pas qu'il joue, lui, il ne faut pas qu'il joue, parce que, comme l'a dit Nico, comme l'a dit Yacine, la blessure, elle fait partie de la compétition, de leur vie de professionnel, de leur vie de footballeur professionnel, pardon. Et si à chaque fois, on doit craindre, ah, on ne met pas lui. Non, c'est un Jamais. match, on aligne la meilleure équipe, on essaye de faire attention. De toute façon, si Paredes est sur le terrain, il a son garde du corps. Moi, il va s'occuper parce que moi, j'ai une crainte à Lyon, c'est Marcelo que je déteste, vraiment. C'est pas parce qu'il est lyonnais, c'est je déteste ce genre de joueurs. Non seulement ils sont mauvais, footballistiquement parlant, mais ils sont mauvais tout court. Tu vois, c'est des mecs super méchants, ces mecs-là. Ils On sont là, l'avait ils vu. peuvent te faire beaucoup de mal sur un terrain. Et c'est pas et en plus, encore une fois, c'est pas un super footballeur. Donc c'est vrai qu'il y a des mecs comme ça à Lyon. Enfin, il y a surtout Lopez et Marcelo. Donc voilà, Alors, faudra faire attention. Mais comme je l'ai dit, ils ont eux aussi un huitième retour à jouer. Donc j'imagine qu'ils vont quand même pas être aussi forts dans l'engagement que l'ont pu être les Stéphanois. on va parler justement du dispositif que devrait aligner Rudy Garcia vendredi. Alors, dans tous ces matchs de préparation, Lyon a opté pour un système, un 3-5-2. Alors, voilà, c'est un 5-3-2 qui se transforme en 3-5-2 pendant les phases d'attaque avec l'appui des latéraux. Donc, c'est voilà, avec deux pistons. C'est le système notamment qu'a utilisé Lyon lors de sa dernière victoire face à Anvers en match amical vendredi dernier. Et c'est également le système
que Lyon avait utilisé lors de sa victoire en huitième de finale aller contre la Juventus, ce 3-5-2 qui avait plutôt bien marché. Donc, par rapport aux informations que j'ai vues traîner un peu sur Twitter, et notamment d'après le journal Le Progrès, le 11 probable de Lyon contre le Paris Saint-Germain. Je vous le détaille. Alors déjà, au but, Mousse, rassure-toi, ça ne sera pas Anthony Lopez, puisque c'est Tatarusanu qui sera titularisé. Garcia l'a confirmé parce qu'il avait joué tous les matchs de la compétition, donc il lui fait confiance pour la finale. Une défense à 3, avec Jason Denayer, Marcelo, ton ami, Mousse, et Fernando Marsal. Voilà, Rudy Garcia veut utiliser sa vitesse justement dans cette défense à 3, puisque Marcelo, évidemment, c'est un peu plus lent et Denayer aussi. Dans les pistons, alors ça serait Maxwell Cornet à gauche, c'est ce qui a été privilégié lors des matchs de préparation, en balance avec Melvin Bard, hein, le jeune latéral lyonnais formé au club qui a fait bonne impression apparemment au staff. Et ça serait donc Léo Dubois à droite, un milieu à 3 avec Bruno Guimaraes, qu'on ne présente plus, qui est l'excellente recrue de Lyon au mercato hivernal de janvier. Thiago Mendes, hein, qui retrouve des couleurs, hein, qui a retrouvé une place de titulaire dans cette préparation lyonnaise. Oussem Aouar pour terminer le milieu de terrain. Et une attaque à 2 avec Memphis Depay et Moussa Dembélé. Donc, par rapport au système, Nico, un 3-5-2 comme ça pourrait privilégier justement le Paris Saint-Germain les préparer contre l'Atalanta parce que c'est le système qu'utilise l'Atalanta, ce genre de système en 3-5-2 qui peut évoluer en 5-3-2, etc. Ah, on t'a perdu, Nico? Oui, on est habitué de toute façon, le PSG. C'est vrai, ouais. Vous m'entendez? Ça y est, c'est bon, ça y est. Ah. Ça y est, je suis revenu. Ouais, c'est bon, Nico. Vas-y. Ah non, c'est plus bon. On va donner la parole à Yacine. Non, mais... Nico, je te laisse parce que là, j'ai même plus ton visage. En fait, vas-y, Yacine. Et je te laisse, Nico. C'est ce que Lyon a utilisé depuis janvier et avec Thiago Mendes qui a pris la place de Touzard. Puisque c'était Touzard en fait qui joue aussi, maintenant c'est Thiago Mendes qui a été replacé à cette position avec Guimaraes qui joue un peu plus haut avec Aouar. Attends, Yacine. On a des sauts, on a des bouts de parole de Nico. Ça arrive petit à petit. Nico, ce que je peux te conseiller, c'est de raccrocher et de revenir. Je pense que ça va être mieux. Peut-être que tu as peut-être un problème de connexion. Faut peut-être te déconnecter et revenir. Bon, en tout cas, on laisse Nico gérer sa caméra. Ah, attends. Nico, tu nous entends bien? Bon, malheureusement, on a un petit problème avec Nico. On va laisser régler ça. Ah bah, voilà, on va laisser quitter la conversation et revenir. Bon, c'est les aléas du direct. Hein. Excusez-nous, mais on enregistre comme ça sur Skype. Il peut y avoir des défauts de connexion. C'est pas grave. On retrouve Nico tout de suite. Yacine, je te laisse parler du système adopté par Rudy Garcia qu'il a utilisé lors de ses matchs de préparation. Voilà. Le problème, en fait, c'est que en fait, en faisant ça, Rudy Garcia, il veut plutôt amener de la solidité défensive. Alors, le problème, c'est que quand on regarde les matchs de Lyon, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que Lyon a retrouvé une puissance offensive, notamment avec le retour de Depay, mais reste toujours très friable derrière. Donc, ça va être à Paris d'en profiter parce qu'il y aura et des espaces et un manque de vitesse. Maintenant, le vrai test, entre guillemets, pour Paris va être au milieu parce qu'il y aura du monde au milieu. Et que Thiago Mendes, il est en train d'un peu mieux revenir que la saison qu'il a faite. Au moins, il a retrouvé il a été longtemps écarté par Rudy Garcia. Là, au moins, il réintègre le groupe et il retrouve une place titulaire avec, tu l'as dit, Touzard qui est parti vers l'Hertha Berlin définitivement. Voilà, donc ça va être un bon test, ça va être un bon match, notamment aussi défensivement parce que finalement, le PSG a été très peu mis en difficulté défensivement sur les matchs amicaux déjà. Contre Saint-Etienne, sur 2 ou 3 séquences, mais pas assez. Ça va être aussi un bon test défensif pour voir ce qu'on est capable de répondre à ça parce que Depay revient bien et que Lyon sur les 2 derniers matchs amicaux il marque 6 buts en 2 matchs, même si c'est Anvers et même si c'est Bruges je crois. Voilà, c'est quand même 6 buts marqués quoi. Nico, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu es bien? Moi, je vous entends nickel. Écoute, je reviens vers toi. Yacine parlait un peu du dispositif de Rudy Garcia. C'est vrai que Lyon, on va faire un peu l'état des lieux par rapport aux faiblesses et forces de Lyon. Yacine a parlé, ils ont plusieurs faiblesses, ils ont des gros manques sur le plan défensif et surtout ils n'ont pas de certitude dans leur jeu. Cette saison ça a été quand même très compliqué, on a un plan de jeu un peu illisible. Pendant les matchs amicaux, c'est une équipe un peu sur cours alternatif capable de bonnes séquences comme de beaucoup moins bonnes. Donc c'est vrai qu'ils arrivent, eux en avantage c'est qu'ils sont plus préparés que le Paris Saint-Germain. Ils ont repris 2 semaines avant le Paris Saint-Germain, notamment pour les entraînements, et donc ils ont fait plus de matchs amicaux et plus de séances d'entraînement. Donc ça peut être aussi un avantage pour les Lyonnais.
Nico? Ouais, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, parce que je crois que j'ai ma connexion qui est en train de courir. Vous m'entendez plus là, En hein? fait, ouais, le son est saccadé un peu. Ouais. C'est un peu saccadé, ouais. C'est bizarre parce que ça marchait tout à l'heure. T'es toujours en 4G? Ouais, Je vais je répondre à crois sa que place, le temps qu'il revienne, Hugo. Ouais, vas-y, Mousse, vas-y, Mousse. Ouais, vas-y. Ok. Ouais, en fait, nous, sur cette équipe de Lyon, moi, ce que je vais surveiller, parce que comme nous, on a un problème sur les côtés avec nos deux latéraux. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui va jouer à gauche, de Bernat ou de Kurzawa. Bernat a repris l'entraînement. J'imagine pardon, Thomas Tuchel ne va pas l'aligner d'entrée face à Lyon. Donc, ce sera peut-être Kurzawa qui va jouer à Lyon et peut-être qu'il va enchaîner Sochaux plus l'Atalanta. Et dans le système que tu as décrit, Hugo, donc ça va être deux ailiers plutôt que des latéraux. Donc à gauche, tu m'as dit que c'était Cornet. Ça serait Cornet et à droite Dubois. Dubois, voilà, c'est ça. Donc Cornet donc, face à Kerrer, hein, si je Alors, comprends bien. ouais, Pardon? alors, Ah, Guéret, d'accord. une blessure de 5, c'était 4-5 jours, voilà, c'était un problème Kerrer, il osseux. jouera pas. C'est ça. Il jouera pas, donc Ah oui, il ça sera pas prêt. serait Oui, Kerrer sera peut-être prêt oui. contre l'Atalanta, mais ça devrait Après, être contre Dagba. l'Atalanta, ça c'est sûr, mais ça sera Donc plutôt voilà. Dagba à droite. Et Cornet, bon, on connaît un peu les qualités de vitesse de Cornet, donc voilà, c'est pas le meilleur ailier du monde, hein, c'est même pas un latéral, mais face à nos ailiers, face à nos latéraux, pardon, ça peut être le danger. Et après, il faudra voir aussi l'état de forme du retour de Depay, qui a subi une grosse blessure, qui revient grâce évidemment à l'interruption du Covid, parce que sinon il n'aurait pas pu finir cette saison. Donc moi, c'est une interrogation parce que je n'ai pas encore vu jouer Lyon. C'est Yacine qui a fait un papier pour parler de Lyon. Donc voilà, moi, les interrogations, elles sont plutôt là. L'état de forme de Depay et voir si les ailiers dans la composition que va faire Rudy Garcia peut gêner nos latéraux à nous. Voilà, moi, c'est la question que je me pose. On verra vendredi. Mais encore une fois, je pense que le match ne sera pas, enfin, il n'y aura pas autant d'intensité qu'on a pu en voir contre Saint-Etienne, qui, eux, n'avaient absolument plus rien à jouer. Nico, bon, j'espère que tu nous entends bien cette fois. C'est vrai que je pense que les Lyonnais, ils ont vu le même match que nous voilà, contre Saint-Etienne. Ils ont vu que Saint-Etienne avait réussi à mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à exister, à se créer des situations, hein. Donc, s'il y a bien un moment pour prendre le PSG, peut-être c'est en ce début de reprise pour les Lyonnais, voilà, qui eux sont un peu plus préparés. Et Mousse le disait, ils ont aussi récupéré des éléments comme Reine Adélaïde et Depay, qui étaient des blessés de longue durée, mais avec le Covid, évidemment, ils ont pu guérir leurs blessures. De toute façon, bon, j'espère que vous m'entendez bien là. Oui. Oui. Euh, tous les derniers matchs contre Lyon, ça a été des matchs difficiles. C'est le deuxième meilleur effectif de France. Il faut en avoir conscience. C'est une belle équipe qui a peu effectivement de certitude parce qu'ils font quand même une saison très moyenne. Le retour de Depay va leur faire du bien. Après, moi, je pense qu'on va avoir une belle finale. Je crois qu'on va justement avoir de l'intensité, mais dans le bon sens du terme. Pas de méchants gestes. Je ne crois pas trop à ça. C'est deux équipes qui jouent au ballon, qui. Bon, Lyon, ils essayent plus qu'ils y arrivent ces derniers temps, mais je suis sûr qu'on va voir quelque chose, un match engagé, mais dans un bon état d'esprit, parce qu'en plus, c'est deux équipes qui vont jouer la Ligue des Champions derrière. Donc, moi, je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Et puis, et je pense que c'est ouvert. Je pense que c'est ouvert et que les Lyonnais, ils sont capables de passer complètement au travers, comme ils sont capables de se sublimer. On le voit souvent dans le même match. Pendant 20 minutes, ils déconnectent complètement. Mais s'ils sont capables de réaliser deux belles mi-temps, ils vont poser des problèmes. C'est normal. Il n'y a que des bons joueurs dans cette équipe, donc, à part Marcelo. Juste, juste, faut pas oublier que même si les dernières victoires du PSG contre Lyon, il y a eu beaucoup de buts, c'est souvent des buts en fin de match qui arrivent un peu pendant une heure. En fait, Paris est en difficulté. C'est un match serré et d'un coup, ça explose, souvent à cause d'une expulsion. Je crois que c'était Marsal d'ailleurs qui avait été expulsé. Ouais, Marsal. Il y a 2 ans, il y a 2 saisons, ça. Quand on gagne Non, 5-1, non? Non, coupe, ça c'était Ndombele qui avait été expulsé. Ouais, et là, cette année, en coupe, il y a 1-1. Ah, d'accord, moi je crois que tu parlais du match de championnat qu'il y avait eu l'année Et dernière. après, il y a eu le match de championnat au Parc. C'est ça. Ouais. Il y a 1-0 jusqu'à la mi-temps. Il y a Il y a l'expulsion une expulsion. avant la mi-temps. C'est Touzard qui se fait expulser. Voilà, et après, Ça. Lyon explose en fait. Oui. Mais en fait, si on regarde les scores, on se dit, ouais, Paris s'est baladé, mais finalement, pendant une heure, Paris s'est jamais baladé contre Lyon. Donc, c'est jamais des matchs faciles. Et puis, les Lyonnais, on les connaît, ils aiment bien aussi les matchs bling-bling. Ils aiment bien se montrer parce que c'est des Yacine, jeunes- surtout que je pense qu'ils vont vouloir être un peu orgueilleux parce qu'ils vont se dire, attends, les Stéphanois qui sont leurs ennemis jurés ont quand même, on va dire, fait honneur à leur maillot en ne perdant 15-0 et qui plus est à 10 plus d'une heure.
Donc, si les Lyonnais prennent une valise vendredi, leurs supporters, ils vont pas être contents. Hein. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu une question d'orgueil. Perdre peut-être, mais pas avec un gros score. Je pense qu'ils vont aussi essayer d'éviter la valise. Ouais, parce que Mousse, enfin, le Lyon, dans ces matchs, dans les gros matchs, ils ont plutôt souvent répondu présent, notamment avec des champions. Hein. Ils avaient gagné contre City cette saison, et ils ont gagné contre la Juve au match aller. Alors certes, ils n'ont pas fait un match incroyable, ils ont beaucoup défendu, mais ils avaient quand même gagné. Et donc, eux aussi, comme tu le disais aussi, Mousse, tout à l'heure, ils ont leur huitième de finale retour à préparer. Donc, ils rentrent aussi dans une Et logique. la Juve, Hugo, on peut le dire, est plutôt prenable. Hein. Bah, en C'est ce pas moment, le. très prenable, ouais. Surtout que Il y a- Dybala sera peut-être pas là. Ouais, Nico. Après, il y a une donnée importante, hein, c'est que Lyon, ils jouent leur Coupe d'Europe de l'an prochain. Hein. Donc ce match-là, pour eux, je ne vais pas dire que c'est plus important que le match contre la Juve, mais il y a quand même plus de chances d'aller en Europa League en battant le PSG que d'aller récupérer une place en C1 en gagnant à Lisbonne. Donc ce match-là, à mon avis, ils vont le préparer comme vraiment le match qu'il faut absolument gagner. Donc il y aura peut-être aussi un surplus de motivation quand même. Sauf que là, Nico, ils partent contre la Juve, ils partent avec un avantage. C'est comme s'il y avait un Ouais, zéro en mi-temps, tu mais vois. après, il va y avoir trois, City, et puis ouais. après une finale, tu vois ce que je veux dire? Aller Eux, gagner la C1, c'est quand même très compliqué pour Lyon. eux, Là, il n'y a qu'un match pour gagner ouais. l'Europe. Hein. Dans le tirage, ils sont pas du bon côté. Le Paris Saint-Germain a été est dans le bon côté à gauche. Les Lyon, ils ont pris les grosses cylindrées, quoi. Mais je pense que si tu te qualifies, tu prends quand même une belle somme d'argent quand tu arrives en quart de finale. Donc il y a aussi peut-être le côté économique. Ouais, mais ça vaut pas une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Hein. Non, c'est Ligue Europa. Ligue Europa, pardon, oui, c'est vrai. Ah, est-ce que vraiment Olas, il veut la jouer, cette Ligue Bah, Europa? de toute façon, bah, si. Sûr. Ah, ça fait depuis 96, que Lyon a toujours été en Coupe d'Europe chaque année. Donc là, ça serait, ils l'ont dit, hein, d'ailleurs, ils ont préparé un budget pour en cas de qualification européenne ou de non-qualification. Donc ça changerait évidemment les plans de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qui est Ouais, sûr. après, tu vois, comme c'est une coupe avec beaucoup de tours, des groupes et tout, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, Je sais pas. On verra, de toute façon, mais oui, c'est toujours mieux que de ne pas y être, de toute façon. c'est aussi le dernier match, on va dire, de la Coupe de la Ligue hein, qui va prendre fin. La dernière finale, en Voilà, effet. dernière finale de Coupe de la Ligue. Hein, j'ai vu l'article l'interview de Frédéric Thirier dans l'équipe d'aujourd'hui qui regrette la disparition, mais voilà, ça Tu sais, allégera un peu Hugo, le calendrier des donc équipes. tu verras, dans 2-3 saisons, ils vont revenir avec un autre projet. Moi, je pense que ça va revenir. Moi. À l'époque, Pas d'infos particulières. En tout cas, on avait gagné la première sous cette version. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison. C'est bien de boucler la boucle. et le meilleur buteur de la compétition, vous savez qui c'est? C'est un buteur parisien, C'est Cavani. c'est Cavani. Ah. Et le deuxième, c'est Paoletta. Ouais. Il avait Je pensais que c'était Ibra. Non, il avait délogé. On avait fait un match de Coupe de la Ligue cette saison en podcast et Cavani était passé devant. C'était contre Monaco, je crois, où il met son but. Il était passé devant Paoletta dans les buteurs, le meilleur buteur de la compétition. Paoletta, c'est une coupe qu'il aime bien hein, parce qu'il a souvent marqué en finale. Donc, on se rappelle, il y a eu des bons moments pour le Paris Saint-Germain dans cette Coupe de la Ligue. Ils sont d'ailleurs recordman, le PSG des victoires en Coupe de la Ligue, hein, je pense. Ouais. 8, c'est ça, Ouais, hein c'est ça. Ouais. Bon voilà, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler samedi dans l'émission, de revenir sur cette finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon. Et évidemment, on suivra l'évolution de la blessure de Kylian Mbappé. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette 47e numéro du podcast Hors-Jeu Capital. Merci à Nico, merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Tu reviens, on te le dit à chaque fois, mais Nico. tu reviendras bien sûr avec nous quand tu veux. Et merci à Mousse également et Yacine, mes acolytes. Et fidèles acolytes, je suis très content d'être revenu. Et puis voilà, on se donne rendez-vous samedi pour débriefer une possible victoire. Ça ferait déjà 2 trophées cette saison. 3 trophées, pardon. Non, pas une possible victoire. Une victoire, c'est tout. Une victoire. Alors d'ailleurs, on avait fait des pronos contre Saint-Etienne, personne n'avait eu bon. Vous allez me donner votre prono quand même pour cette finale. Tu sais quoi, je voulais en parler quand je présentais le podcast en disant qu'on s'était complètement foiré avec des 4-0, 5-0, mais ouais. Je crois qu'Yass t'avait dit 3-0 4, ou 4-1, je ne sais plus. Mousse t'avait dit 4-0. Alors, ouais, Yacine et moi 4-0. Le bon pronostic pour PSG Lyon, vendredi. Allez Nico, commence avec toi. 2-1 pour Paris. 2-1 pour Paris. Non, courte victoire, mais victoire quand même. Mousse. Allez, je vais dire 3-1. Ah, t'es optimiste. Je vois Lyon marquer comme Nico. Ouais. Yacine 1-0. Et t'as vu, il prend il avait dit un score fleuve, le machin, et là c'est 1-0. Victoire. Ah ouais, il est redescendu, c'est bon. Il a raison. Ouais, moi je dirais 2-1 comme Nico. Je pense que ça va être un match un peu serré. C'est une finale quand même et que Lyon est plutôt dans les matchs contre le Paris Saint-Germain
retrouve toujours du poil de la bête. On verra ça donc vendredi soir, finale 21h10, ouais, 21h10, hein, l'horaire de la finale de Coupe de la Ligue, à suivre sur France 2 et Canal+, évidemment. Je ne fais pas du tout la promo parce que j'y travaille. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc samedi pour la finale, pour le débrief de la finale de Coupe de la Ligue. D'ici là, portez-vous bien. Et donc, on se dit à samedi. Salut à tous. Salut à Ciao. tous. Allez.